Sur tous ceux qui étaient présents, il n'y avait même pas une dizaine de mains levées. Mais ce sont ces jeunes-là qui, sur la toile, la Constitution est mauvaise, hyper-présidentialisation, super-président. Mais pourquoi? Parce qu'ils écoutent ça de leurs leaders qu'ils suivent d'habitude. Mais ils ne partent pas faire le lien pour eux-mêmes se forger leur opinion. Parce que c'est l'effet du buzz, ainsi de suite. On a même vu des lycéens, on a suivi ces vidéos-là sur les réseaux, qui n'ont même pas l'âge de voter, mais qui prennent le téléphone. On vote non contre la Constitution. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont connectés, c'est le message qu'ils écoutent de leurs leaders sur la toile, qui ne font que reprendre de façon inconsciente ou consciente, c'est selon, dans leur milieu respectif. La participation, elle ne s'apprécie pas uniquement par rapport au taux. Si moi j'ai envie d'évaluer une mobilisation, je prends un cas simple. J'ai 3 personnes qui sont invitées à participer à une activité. Sur les 3 personnes, une personne arrive. Taux de participation, 1 tiers, 33%. La même activité est organisée ailleurs ou à une autre occasion. 100 personnes sont invitées. Sur les 100 personnes invitées, il y a 50 qui arrivent. Je prends un cas simple. Non, je prends l'inverse. J'ai 3 personnes qui arrivent, qui sont invitées à une activité. 2 arrivent sur les 3. Ça fait 66% de participation. J'organise la même activité où j'invite 100 personnes. Mais c'est 53 personnes qui arrivent. Ça fait 53% de participation. Ça ne reste que sur les taux. Quelle est l'incidence? L'incidence, c'est qu'on dira, la première activité a mobilisé plus de personnes que la deuxième. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu un taux plus important parce qu'il y avait moins de personnes présentes que l'autre activité où le nombre de personnes invitées était plus important et le nombre de présents à cette activité était plus important. C'est pourquoi dans mon analyse, je vous ai démontré que cette élection référendaire est la toute première élection, depuis qu'on organise les élections en 1958, qui a mobilisé et qui nous a amené au-delà de 400 000 votants. On n'avait jamais atteint, avant ce référendum, la barre de 400 000 votants, mais on allait plus loin. On a frôlé la barre de 500 000 votants en ayant 468 000 et quelques votants. Et c'est une première dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que la participation n'y était pas. Oui. C'était les 2 questions, j'ai répondu. Alors, vous avez relevé quelques irrégularités au cours de ce référendum constitutionnel. Qu'entendez-vous faire exactement? Mais ces irrégularités, bon, en fait, mais ça c'est maintenant l'appréciation à la fois des décideurs. En dehors, effectivement, de... Bon, ce n'est pas une irrégularité, c'est une observation sur le budget élevé. Mais sur les autres aspects, c'est aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Le fait qu'on dise qu'on a trop de personnes issues du système de CHU qui étaient porteuses de ce projet, c'est une question qui ne peut pas se régler par un texte ou par une loi. Ça, c'est une décision politique, c'est aux décideurs de tirer les conséquences de ça. Le fait qu'on dise que dans le fichier électoral, il faut qu'on le mette à jour, ça, c'est du ressort du politique. C'est au ministre de l'Intérieur d'engager les procédures par rapport à ça. Moi, ce qui est peut-être de mon ressort, c'est de mener un plaidoyer ou encore de chercher à avoir des éclaircissements, notamment sur le budget, que j'ai trouvé particulièrement élevé. Ça relève de ma responsabilité, mais le reste relève essentiellement des décideurs. J'avais également des questions concernant ce que vous venez de dire. Vous avez reconnu que pour une fois au Gabon, en moins de 48 heures, moins de 24 heures plus tard, nous avons eu les résultats. Et vous étiez le premier à contester l'OPEC et les militaires, le CTRI avait remis l'organisation des élections ça demeure, hein. Au ministère de l'Intérieur en décriant juste vos propos. Herman Imbongo est un PDG. Remettre les élections au ministère de l'Intérieur, c'est mettre encore au PDG au devant de la scène. Aujourd'hui, on a quand même vu ce ministère de l'Intérieur rendre des résultats 24 heures après. Est-ce que là également, vous n'allez pas rectifier un peu vos propos? Deuxième question. Vous avez dit que la province du Haut-Ogooué a toujours gardé son... Dans certaines circonscriptions, oui. Mais quand on regarde un peu le classement fait, il y a le Wellenberg qui est à la part d'or, et puis la province de la Nyanga, que vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu ambivalent
Non, en fait, là, je parlais du taux de participation de 100%. Parce que le fait que certaines provinces soient au-dessus, on ne va pas forcément enregistrer dans cette circonscription plus de centres de vote ou des villes où on a eu des 100%. Si on parle en termes de 100%, on fait le ratio. Du côté du Haut-Togo, je pense que c'est plus important. Les autres, ça a mobilisé. On a eu aussi des 100% dans certaines circonscriptions. Mais, parlant de la province du Haut-Togo, c'était pour faire un parallèle avec ce que nous avons déjà décrit en 2016, comme je l'ai souligné dans la présentation. Je voudrais terminer, j'avais une troisième question. Vous aviez dit également que vous deviez convoquer dans le cadre de l'activité parlementaire le ministre de l'Intérieur. Oui. On a bien vu, pratiquement 2 jours, il y a une note du service qui décrit la chronique avec un PCA qui s'est permis de demander 46 millions de francs CFA pour les élections référendaires. Est-ce que c'est du ressort du ministère de l'Intérieur qui a demandé au PCA? Et quand on sait qu'avant le vote, le président, lorsqu'il avait reçu certains responsables de l'administration du ministère du Budget, le président avait demandé qu'il ne voudrait plus ces pratiques-là. Aujourd'hui, on a bien vu un PCA qui n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, qui a pu demander de décaisser 46 millions. Où est la responsabilité là de M. Herman Ibongo? Ah non, mais... Non, mais moi, quand je parle du... Vous avez parlé du budget, bien entendu. Oui, non, je parle du budget qui a été adopté au niveau du Parlement, de 27 milliards, pour lequel je n'ai pas voté pour. Parce que je trouvais ça excessif, c'est mon avis. Maintenant, il est important qu'on vienne nous éclairer. Peut-être qu'en le trouvant excessif, j'ai fait une mauvaise lecture. Mais il me faut, aujourd'hui, il faut qu'on informe à la population gabonaise comment est-ce que ce budget a été utilisé. L'a-t-il été utilisé en entièreté? Est-ce qu'il a été affecté uniquement aux opérations électorales? Est-ce qu'il a été affecté à la fois aux opérations électorales et peut-être à la redynamisation de certaines structures relevant du ministère de l'Intérieur, d'autant plus que c'est dorénavant ce ministère qui va organiser les élections? Je parle de préfecture, je parle des gouvernorats, des sous-préfectures et autres. Donc l'idée, en fait, c'est de quand même rendre compte au peuple de comment est-ce que cet argent a été utilisé. Maintenant, en ce qui est de mon opposition au fait que l'élection revienne au ministère, mais mes inquiétudes demeurent. Mes inquiétudes demeurent. Ce n'est pas ce qui fait que le ministre de l'Intérieur ne soit plus membre du PDG, il est toujours. Ce n'est pas aussi ce qui a fait en sorte que moi, en tant qu'acteur civique, je ne puisse pas continuer à nourrir des inquiétudes. Parce que j'ai été mordu à plusieurs reprises dans les urnes par le serpent Bongo PDG. Donc je suis toujours prudent. Si, pour une élection qui portait sur nos droits et libertés, mais qui n'avait pas d'intérêt personnel, ça s'est bien passé, la prière qui est mienne, c'est que ça se passe également de la même façon pour les autres élections qui, cette fois-ci, vont porter sur la désignation des hommes. Parce que là, il n'était pas question de désigner quelqu'un. L'impact est moins important que dans notre psychologie et sociologie. Que quand il s'agit de désigner des personnes à des responsabilités importantes. Ce que le ministre a fait, je l'ai félicité. C'est déjà une très bonne chose. La prière, c'est de garder maintenant aussi le même élan pour les autres élections. Donc quand on va arriver à la présidentielle, si on a pu aujourd'hui avoir des résultats en moins de 24 heures, il faudra qu'on arrive aussi à garder le même rythme, avoir les résultats en moins de 24 heures pour la présidentielle, pour les législatives, pour les locales, puisqu'on a réussi à faire la démonstration que c'est possible en moins de 24 heures, malgré l'état de nos routes, parce que c'est souvent le moyen qui était évoqué, non? Oh, l'état de route, le temps d'aller chercher les résultats, mais comment là, en moins de 24 heures? Bon, c'est vrai qu'on va dire, certaines routes sont rendues aujourd'hui accessibles et autres, mais est-ce que cela l'est pour toutes les circonscriptions? Je ne pense pas. Donc, malgré ces difficultés, on a quand même pu avoir en moins de 24 heures tous les résultats, c'est à féliciter. On attend maintenant le ministère lors des prochaines élections. Et puis, ne perdons pas de vue qu'on a quand même le code électoral qui va être revu. Assurément que dans le cadre de l'examen de ce code électoral, il y a des choses qui vont être revues pour améliorer la représentativité et la participation de tous les acteurs à une élection. Les
Bongo, je n'ai pas le citer à l'intérieur, il disait qu'il demande à la communauté internationale de rejeter ces résultats Mais c'est bien, hein, vraiment, la transition permet à certains de s'exprimer. C'est très bien et vraiment, il faut féliciter M. Billy Binze. Je pense qu'il est le premier à avoir été libéré par les militaires parce qu'il retrouve finalement son pouvoir d'expression qu'il avait perdu pendant toute sa gouvernance. Donc je pense qu'il est le premier à féliciter Oligui parce que sans lui et sans le CETRI, Billy Binze ne s'exprimerait pas avec aisance aujourd'hui. Maintenant, j'arrive. Il demande de rejeter les résultats de l'élection référendaire. Sur quelle base est-ce qu'il évoque les moyens pour pouvoir les rejeter? Pardon? Oui, mais tronqué, ça c'est sa spécialité. Je ne suis pas surpris des propos venant de Billy Binze, puisqu'il n'arrive jamais à démontrer ce qu'il dit. Il est spécialiste en matière de manipulation. Ça, c'est reconnu de tout le monde. Une inconstance politique à ne pas en finir, parce que c'est de par cette inconstance qu'il a pu gravir les échelons, partant du RNB, j'en passe. Il y a tellement de maisons par lesquelles il est passé qu'il m'est difficile de toutes les retenir. Mais, tout compte fait, ce sera important qu'il apporte les éléments liés justement à ces résultats truqués. Et j'espère qu'il va commencer à apporter les éléments dans sa circonscription électorale. Lui n'a même pas pu atteindre 16%. Qu'il arrive à démontrer dans sa circonscription électorale, avant que d'arriver au niveau national, comment est-ce que les résultats ont été truqués dans son village, dans sa circonscription électorale, pour que lui, le grand chantre du nom, se retrouve avec 16%. Quand il va finir de faire cette démonstration, je pense que sur la base de ça, il aura des arguments pour pouvoir sous-tendre qu'au niveau national, l'élection a été tronquée. Donc moi, j'attends M. Billy Binze qu'il vienne justement nous faire sa démonstration dans son bureau de vote, dans son centre de vote, où il a obtenu 16%, qui vienne expliquer aux Gabonais comment est-ce que l'élection a été tronquée chez lui pour qu'il arrive à avoir 16%. Mais voyez-vous, le contentieux de 2016 est toujours pendant. Si sincèrement Billy Binze avait un peu de compassion pour le peuple gabonais et ce qu'ils nous ont fait subir en 2016, il commencerait par faire la lumière sur les élections de 2016. Parce qu'en 2016, on avait tous les moyens, on avait tous les éléments pour démontrer que cette élection a été frauduleuse. Et c'est Billy Binze qui passait sur tous les plateaux pour dire qu'il n'en est rien du tout, tout s'est bien passé, ainsi de suite. Dans la vie, il n'y a pas que la politique et la manipulation. Je me rends compte que j'ai pensé à tort, que la transition permettait aussi de restaurer les mentalités. Mais quand je vois l'attitude de Billy Binze, je comprends en fait que sa mentalité est forgée dans du marbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, il n'y a aucune solution chimique pour amener et restaurer la mentalité de ce monsieur. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, il nous demande que ce n'est vraiment pas possible. Mais bon, on va continuer à réfléchir en laboratoire, peut-être solliciter l'expertise de ceux d'Harvard, de la NASA, pour qu'ils arrivent à nous trouver une solution particulière pour M. Billy Binze, afin de l'aider à restaurer sa mentalité. Son attitude est une insulte envers les défenseurs des libertés que nous sommes, nous qui l'avons subi en 2009, en 2016, et qu'il arrive aujourd'hui à se produire de cette façon, parce qu'il veut se forger une carapace d'opposants pour se mettre à l'abri de quelconque poursuite, parce que c'est ça, et avoir un statut de leader de l'opposition, mais qu'il sache que la constitution qu'on a adoptée, qui consacre dorénavant un statut pour l'opposition, nous, on ne s'est pas battu à l'adopter pour que lui soit le leader de l'opposition. Si c'est le statut-là qu'il recherche. À la fin, on va se battre pour que les Gabonais expriment leur voix, mais on se battra aussi en parallèle pour que lui, là, il n'ait jamais ce statut. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui traîne autant de casseroles, qui a soutenu ce qui est inique, qui est le dernier des premiers ministres qui a validé le bulletin inique, privant les Gabonais de leurs droits, qui avait pendant 14 ans l'opportunité de faire vivre aux Gabonais la sensation d'une élection référendaire, ne l'a jamais fait. Et qu'il arrive aujourd'hui, chercher à avoir une virginité politique en surfant sur l'émotion des compatriotes, je trouve ça très malsain. Mais comme je l'ai dit,
Ce qui est malsain, c'est Billy Binze. Donc si Billy Binze ne fait pas ça, ce n'est plus Billy Binze. Je serais surpris quand je verrai Billy Binze honnête. Je serais surpris. Mais tant qu'il reste dans son schéma, il faut que les Gabonais arrivent à comprendre que c'est sa nature. Commencez à vous méfier du monsieur quand il va commencer à changer. Quand il va devenir un peu plus franc, plus cohérent, là on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être parce qu'on aurait consacré dans la Constitution le régime cultuel, donc des cultes, des religieux, et que les religieux et les traditionnalistes se sont unis pour délivrer Billy Binze, pour qu'il puisse, il arrive à changer. Mais c'est aussi mon plaidoyer auprès des traditionnalistes et des religieux pour porter Billy Binze en prière, afin qu'il devienne un citoyen normal et qu'il sorte en fait, de ce milieu qui ne le correspond pas. Il faut qu'il arrive à faire la transition. Donc, pour Billy Binze, vous allez l'écouter comme ça, c'est sa nature. Vous produisez le reste, c'est plus sa personne, donc il ne peut pas se dénaturer. Alors, tout de même, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien ministre, notamment lorsqu'il exige un audit du fichier électoral? Mais en fait, mais qu'est-ce qu'il apprend? L'audit qu'il exige là, nous on l'a exigé non, quand il était Premier ministre. Mais il ne nous apprend rien. C'est nous qui avons commencé par exiger l'audit du fichier électoral, et lui s'est toujours opposé à l'audit du fichier électoral, estimant que tout était bon. Les arguments qu'il reprend, qu'est-ce qui est nouveau que nous n'avons pas porté? Moi, c'est un peu la gêne qui est la mienne quand je vois l'attitude de certains compatriotes. Qu'est-ce que Billy Binze apporte de nouveau comme information? Il prend des informations et des arguments que nous avons utilisés contre lui quand il était Premier ministre pour en devenir ambassadeur. Moi, ce que je veux avoir comme information nouvelle, c'est qu'ils nous disent qui a gagné l'élection en 2009. Comment est-ce qu'ils ont fait pour frauder en 2016? Les morts de 2016, finalement, ils changent d'avis? Il y en a ou bien il n'y en a pas eu? Parce qu'en 2016, ils faisaient le tour des plateaux pour dire non, on raconte de tout et de n'importe quoi. Ce sont ces types d'informations que nous, on attend de Billy Binze pour nous montrer en fait qu'il est devenu compatissant et qui compatit à notre douleur. Mais si c'est pour répondre des arguments que l'on a utilisés contre lui et en devenir ambassadeur, je trouve ça insultant parce qu'il est en train de salir nos arguments. Donc, nous, on attend ces arguments à lui, qu'il laisse nos arguments là où ils sont. C'est nous-mêmes qui continuons de les porter. Moi, je vous ai parlé du fichier électoral. Est-ce que j'ai eu besoin de Billy Binze? Parce que c'est le même combat que je mène avec d'autres acteurs de la société civile depuis des années. Maintenant, lui, il vient s'incruster là-dedans. Est-ce qu'on l'a invité? On ne l'a pas invité. Quand on le saisissait en 2000, quand il était Premier ministre et autres, c'est là où on l'attendait. Qu'il laisse nos choses tranquilles. Qu'il parle de ces choses. Sa comptabilité pendant sa gouvernance, c'est ce qu'on veut savoir. Comment est-ce qu'ils ont contribué à endetter notre pays de cette façon? Quand ils sont arrivés en 2009, la dette du Gabon était à 1300 milliards de francs CFA. Ils sont partis, quand ils ont été enlevés, on était à plus de 7000 milliards de francs CFA. Donc, pendant 14 ans, notre dette a connu une croissance de plus de 6000 milliards de francs CFA. On veut savoir où cet argent est parti. Le CETRI, tout à l'heure, récemment, il y a quelques jours, a dû anticiper le paiement de 180 milliards pour l'eurobond, qui a une valeur de 376 milliards. Un eurobond qui a été pris en 2015. Mais le CETRI est obligé parce que c'est la continuité de l'État. 2025 est une année qui sera difficile parce que plusieurs engagements financiers pris il y a 10 ans par les gens de Billy Binze arrivent à échéance en 2025. Et les bailleurs de fonds ne cherchent pas à savoir si c'est la transition, si ce n'est pas la transition, c'est l'État gabonais. Vous allez